Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. Vous êtes sénateur-maire de Lyon et vous soutenez François Hollande. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction d'Arnaud Montebourg sur la règle d'or telle qu'elle figure dans l'accord signé par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. La règle d'or n'a aucun sens. On ne met pas dans la Constitution des orientations politiques. Pour une raison simple, c'est une perte de souveraineté. Par exemple, s'il y avait une règle d'or, Franklin Roosevelt, le grand président américain qui a sorti l'Amérique de la crise, sauvé la démocratie là où l'Europe sombrait dans le fascisme et le nazisme, n'aurait jamais pu mener la politique qu'il a menée. La gauche française peut-elle être la seule d'Europe à refuser la règle d'or? Je crois que le débat doit être posé en d'autres termes. Est-ce que nous allons mener des politiques qui nous amènent à prendre en compte les déficits de la France et à essayer de retourner dans une politique plus dynamique? Je crois que c'est aujourd'hui la question qui est posée. Après, on sait bien que ce qu'on inscrit dans les constitutions, dans les traités, lorsque les faits se précipitent, on bouscule tout cela allègrement. Regardez la règle des 3%, par exemple, comme elle a été bousculée par tout le monde, y compris par l'Allemagne dans une certaine période. Est-ce que ça veut dire que vous, en tant que sénateur, si la règle d'or vous est soumise, vous allez la refuser? Ça a déjà été un débat qui a été posé il y a 7 ou 8 mois. À une époque où l'Allemagne et la France ne s'étaient pas entendues sur le sujet. On se trouve maintenant à 6 mois d'élection. Je pense que, évidemment, si François Hollande est élu, il va reprendre des négociations avec Madame Merkel et qu'à ce moment-là, les choses se poseront peut-être de manière différente. Et ça veut dire que tant que la présidentielle n'aura pas lieu, vous considérez que tout traité sera non valide? Je considère, si vous voulez, que ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte, le traité ne sera pas signé d'ici la prochaine présidentielle. Il sera normalement rédigé mi-mars. Ça va tomber en pleine campagne électorale, donc c'est pas à ce moment-là que cela va se faire. Ce qu'il faut assurer, c'est que demain, si nous arrivons au pouvoir, nous ferons en sorte de faire que la dette, par exemple, de 1600 milliards, puisse effectivement être prise en compte et que les politiques que mène le Parti socialiste soient des politiques responsables du point de vue budgétaire. C'est ce que nous demande l'Allemagne. Mais juste pour la question concrète qui risque de se poser, même si tout le traité ne sera pas prêt à être ratifié, qui risque de vous être soumise par Nicolas Sarkozy avant la présidentielle, vous répondez oui ou vous répondez non à la règle d'or? Nous disons ce que nous avons dit par le passé, que la règle d'or... Refus de vote. Que la règle d'or, c'est d'abord de s'appliquer une discipline budgétaire, ce que n'a pas fait la France depuis 3 ou 4 ans, et ce qui est en question aujourd'hui. La gauche française glose beaucoup pour savoir qui de l'Allemagne ou de la France a gagné le bras de fer dans ce qui a été signé hier. Est-ce que c'est la bonne façon d'aborder le problème? Est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant? Je ne poserai pas la question de cette façon. Parce que on voit bien aujourd'hui que la France se trouve en difficulté. Mais on voit bien aussi ce que, par exemple, l'ancien chancelier Helmut Schmidt a déclaré. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de gagnant in fine si, effectivement, tous les pays demain s'écroulaient. Et donc, l'Allemagne elle-même connaîtrait d'extrêmes difficultés. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, puisqu'on propose peut-être de dégrader la note de l'ensemble de la zone euro. Donc, c'est tous ensemble que nous devons gagner. Je vous rappelle quand même que le SPD, la gauche allemande, a signé la règle d'or. Est-ce que ça vous incite pas à progresser sans attendre la présidentielle? Dans des conditions un tout petit peu différentes. Vous savez que la situation, les rapports entre la majorité et l'opposition en Allemagne sont extrêmement différents de ce qui a pu se passer en France. Avec, par exemple, est-ce qu'ils ne sont pas plus responsables et plus sains? Oui, peut-être, mais c'est aux uns et aux autres, à Nicolas Sarkozy le premier, Une relation, ça se construit à deux. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, je n'ai jamais été dans des relations avec le président de la République, avec le gouvernement, qui étaient des relations d'opposition systématique à tous les projets parce qu'ils étaient présentés par la majorité. Mais en même temps, de l'autre côté, une opposition, ça doit aussi se respecter. Et donc, vous avez raison, faut construire un autre type de relation entre la majorité et l'opposition en France. J'espère que demain, nous serons capables de faire cela. Et pour aujourd'hui, c'est ce que vous dites au candidat Hollande? Qu'il faut qu'il définisse, mais je pense qu'il le fera, des conditions du débat
politique qui soit différent, avec d'ailleurs une autre conception de la République, de l'exercice du pouvoir. Regardez comment Madame Merkel, parce que la Constitution est différente, tient compte des Länder en Allemagne. Elle est obligée. Oui. Donc évidemment, il y a en Allemagne un consensus qui se fabrique tout au long de la vie politique. Moi, je suis plein d'admiration pour ce consensus-là, mais évidemment, c'est d'autres institutions que l'hyper-présidentialisation d'aujourd'hui. Vous gardez un œil sur le projet que François Hollande est en train de rédiger, avec l'aide de Michel Sapin notamment. Est-ce que la crise de l'endettement a rendu définitivement caduque le projet du PS ? Il y avait les bonnes directions dans le projet du Parti socialiste. Par exemple, c'était la première fois que les socialistes français disaient qu'ils voulaient construire un nouveau modèle industriel. Et donc, c'est quelque chose qui est plus que jamais d'actualité. Ouais. Mais évidemment, le niveau d'endettement que nous avons atteint, la difficulté dans laquelle nous sommes d'un point de vue budgétaire, nous amènera sans doute à réviser au mois de juin, eh bien, les propositions en fonction de la situation économique que nous trouverons et que nous découvrirons même parce qu'on s'apercevra que plein de petites sources d'endettement auront été dissimulées ici ou là. Mais d'ici juin et sans préjuger de la victoire socialiste, est-ce qu'il faut aussi faire le tri, par exemple, dans les propositions de Hollande, les 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale, le contrat de génération, est-ce que ce sont finançables vu la crise de l'endettement ? Vous voyez, il y a déjà une évolution puisque, par exemple, le Parti socialiste, dans son projet initial, était plutôt pour les emplois jeunes et que François Hollande a retransformé ces emplois jeunes en contrat génération, c'est-à-dire quelque chose de tourné vers l'entreprise. Je crois que ce qui va... Martine Aubry avait dit le plus grand mal pendant le débat sur la primaire. Mais c'est le passé, mais elle avait eu tort de dire du mal. Parce que, vous voyez, je pense qu'il doit être fondamental pour nous, c'est de faire en sorte que notre économie, nos entreprises deviennent hyper productives. Pour cela, il faut un système d'enseignement qui soit meilleur que le nôtre. On l'a répété, des universitaires l'ont redit. Lors des tests PISA, nous nous trouvons dans les pays qui sommes déclassés. Il faut faire un effort pour notre éducation. Meilleur, ça veut dire avec des effectifs plus nombreux ? Ça veut dire à la fois renforcer dans un certain nombre d'endroits les effectifs. Oui, par exemple, vous voyez, je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, on n'accueille plus dans l'école publique les 3 ans. D'autres les accueillent d'ailleurs. Ce sont les collectivités locales qui du coup sont obligées, bien placées pour en parler. Je suis bien placé pour en parler, sont obligées d'ouvrir des crèches. Donc oui, dans un certain nombre d'endroits, il faudra des postes, mais par contre, cela ne dispense pas d'une réforme globale de l'éducation nationale. Sans parler du contenu de l'accord avec les Verts, est-ce que stratégiquement, c'était une bonne idée de le signer avant même de savoir ce qu'il pèse réellement ? Vous connaissez mon opinion. À mon avis, soit vous avez un seul candidat, dans ce cas-là, vous pouvez signer un accord sur des circonscriptions, soit vous avez 2 candidats. Et quand même, il vaut mieux attendre que les Français aient tranché entre les 2 candidats, et puis le soir du premier tour, pour le second tour, on pose un accord de désistement dans un certain nombre de circonscriptions. Ça aurait évité aussi certains dérapages en termes programmatiques ? Oui, peut-être. Cela a été négocié de manière, je dirais, un peu rapide. Et aujourd'hui, on voit bien que François Hollande est en train de reprendre la main sur tout cela, et en particulier sur le sujet programmatique. Parce que il convient, si nous voulons porter ce projet de redressement de l'économie française, faire en sorte que sur un certain nombre de sujets, les clean tech, les biotechnologies, il n'y ait pas les désaccords qui ont pu se produire à l'occasion du nucléaire. Jeudi, le Sénat va discuter en séance plénière d'une vieille proposition de loi sur la participation des étrangers non communautaires aux élections locales. Elle va être adoptée au Sénat où la gauche est majoritaire. Elle va être rejetée à l'Assemblée où la droite est toujours majoritaire. Vous, en tant que sénateur, est-ce que vous allez la voter? Est-ce que vous trouvez l'exercice utile? Vous savez, on dit toujours que je suis un maire sécuritaire. Et c'est vrai. Mais en même temps, sur ce problème-là, moi, je vois des Lyonnais d'origine étrangère qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Le fait qu'ils n'aient pas le droit de voter pour les élections locales, je trouve ça franchement regrettable. Vous voyez, il faut essayer de construire le consensus en France, essayer de rassembler. Et je trouve que c'est dommage que Nicolas Sarkozy
ait dévié de la position qui, à un moment donné, au début de son quinquennat, lui faisait dire « oui, peut-être faudra-t-il que la droite évolue sur cette position-là ». Donc vous trouvez l'exercice utile? Je trouve qu'aujourd'hui, il faut effectivement aller vers ce droit de vote aux étrangers, sous des conditions évidemment de durée et d'installation en France. Vous voyez, moi j'ai à Lyon quelques vieux Chibani qui sont installés là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont travaillé dans les usines, qui ont forgé l'économie lyonnaise et qui n'ont pas le droit de vote. Je trouve ça un peu regrettable. Eh bien, Gérard Collomb, je vous remercie. Demain, nous recevrons la candidate du Front National, Marine Le Pen. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.